Salut à tous et bienvenue dans Tueur en série, je suis en compagnie d'Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un invité que vous connaissez sûrement, qui est déjà passé sur TV Liberté. Il s'agit de Baptiste Marché de la chaîne Bench & Cigars. Salut à toi Baptiste, comment tu vas ? Bonjour, écoute, ça va, je suis très content d'être là une nouvelle fois sur TV Liberté, merci. Donc si je t'ai invité aujourd'hui, et merci à toi d'être là, c'est pour parler séries, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les séries. Il y a du positif à dire, parce qu'il y a des bonnes séries. Il y a aussi du négatif, tout ce qui est propagande, tout ça. Mais quoi qu'on en dise, c'est aujourd'hui entré dans la vie de beaucoup de gens. Ça fait partie intégralement de nos vies. Et justement, on va pouvoir parler de tout ça, de la propagande comme du positif. Mais avant ça, je voulais te présenter quand même rapidement, même si Martial l'avait déjà fait la dernière fois. Donc tu es avant tout, tu es Baptiste Marché, tu es avant tout un sportif de haut niveau, recordman de France dans ta catégorie de poids, je crois que c'est ça. C'est ça. De patinage artistique, je crois que c'est ça. C'est GRS. Non, tu es au ruban. D'accord, ok. Non, c'est du développé couché. Ouais. Ça, c'était pour venger Martial de la dernière fois. Alors, le développé couché, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas. C'est une discipline de force, cousine de l'haltérophilie, sur un mouvement différent en fait, qui se fait allonger sur un banc. Donc c'est une épreuve de force. D'accord. Et toi, tu es recordman dans ta catégorie de poids en France. Toute fédération confondue. Voilà, c'était juste pour venger Martial de la dernière fois. C'est l'esprit de corps de TVL. Donc tu es recordman de France. Tu as lancé aussi il y a quelques mois ta chaîne YouTube, Bench & Cigars, réunie autour de tes deux passions, le bench, c'est-à-dire le développé couché, et les cigares. Mais ta chaîne a pris d'autres tournants depuis et elle cartonne. Est-ce que tu t'attendais à ce succès ? Ah non, comme j'ai expliqué plusieurs fois, c'était pas prévu. Nous, on a fait un projet qui était, on avait des ambitions qui étaient limitées. C'était surtout pour faire une vitrine supplémentaire à ma société de coaching, préparation physique. Et puis, il y a eu un tel engouement qu'on s'est retrouvé à avoir plus de moyens. Du coup, plus de moyens, on a essayé de proposer des choses... de monter en gamme, entre guillemets, et de faire des objets audiovisuels qui soient de plus en plus qualitatifs. Et du coup, une chose en entraînant une autre, plus de public, plus de qualité, plus de public, et ainsi de suite. Et voilà, on en est là à 7 mois, à 120 000 abonnés. Ouais. Même moi, je m'y attendais pas. Quand tu as fait ton premier épisode, tu m'as envoyé, c'était exclusivement sur le développé couché au début. Enfin, c'était pas prévu d'être exclusivement sur le développé couché. Dès le début, on a tourné, avant de sortir la chaîne, on avait déjà 5-6 épisodes de tournée. Donc on savait qu'il y avait plusieurs thématiques. C'est ce qu'on avait présenté dans le trailer, c'est-à-dire et du sport, et ce qu'on appelle sur YouTube du lifestyle, c'est-à-dire de l'art de vivre, et ce genre de choses, quoi. Ouais, je m'attendais pas, ça a pris une ampleur d'un coup. Parce que tu crois jamais en moi. Ouais, c'est ça peut-être. Parce que je joue trop avec toi aussi. Alors, avant de commencer à te poser des questions sur les séries, j'aimerais rappeler à ceux qui ne le savent peut-être pas que tu es aussi un grand cinéphile. Tu m'avais dit que tu allais au cinéma une fois par semaine, je crois. Une à deux fois par semaine. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, voilà, dans quand l'ancien ça existait monde. encore. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour le cinéma ? Oui, moi j'ai une vraie passion pour le cinéma, je pense qui m'a été transmise par mon père. J'aime le cinéma dans son ensemble, c'est-à-dire j'aime les acteurs qui jouent bien, j'aime les bons scénarios, ce genre de choses. Donc ce qui fait que je vais voir toutes sortes de films, même des films qui me correspondent pas forcément ou qui me plaisent pas, mais dans lesquels je vais trouver qu'il y a un bon jeu d'acteurs ou que c'est bien écrit. Quand c'est bien écrit, bien joué, déjà ça me séduit. Et ça, c'est une vraie passion de cinéphile, d'aller voir des films qui ne t'intéressent pas forcément à la base. Il faut vraiment être cinéphile pour le faire. Je vais voir des bouses, aussi, c'est clair. Voilà. Et t'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps, du coup. Non, parce que tu sais, une fois que t'as la carte ciné, tu peux y aller autant de fois que tu veux pour le même prix, donc de toute façon... Pour le prix, mais pour ton temps. En fait, non, parce que plus tu vois de films mauvais, je trouve, et plus c'est facile de critiquer un film et de trouver ce qui est bon. C'est-à-dire qu'en voyant ce qui va pas, quand tu vas voir des films qui sont mal écrits, où les scénarios sont pas cohérents et tout, et derrière, tu es plus apte à juger un film qui est bon en disant, là c'est bien, tu vois. Pourquoi ? Parce que ça fait pas telle erreur. Okay. Je te laisse la main, Arnaud, pour parler du rapport entre le cinéma et les séries. Moi, c'est ce qui m'intéresserait. J'ai envie de te poser les questions. C'est le rapport entre le cinéma et les séries. Dans les séries, on utilise maintenant souvent le même matériel que le cinéma. Les budgets de certaines séries avoisinent celui du cinéma. Les acteurs sont parfois communs. Réalisateurs, on verra ça plus tard, sont communs aussi parfois. Quelle est la différence essentielle qu'il y a, selon toi, entre les séries et le cinéma ? Je pense que déjà, après je suis pas un spécialiste, c'est-à-dire en termes techniques, j'en sais rien, mais en tout cas je pense qu'à première vue, déjà, il y a une question de temporalité, parce qu'un film, même très long, même en trilogie, etc., ça a quand même une durée qui est beaucoup plus limitée qu'une série, donc le développement du scénario des personnages doit forcément être anticipé par rapport à une série, j'imagine. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est-à-dire que dans une série, les personnages arrivent petit à petit, des fois au fur et à mesure des saisons, même des fois sur plusieurs
plusieurs saisons, vous avez des nouveaux personnages qui arrivent, on prend le temps de les développer parce qu'on a du temps devant nous. Dans un film qui dure 2h30, on fait rarement apparaître un personnage au bout de 2 heures. Ça aurait pas de sens, on n'aurait pas le temps de développer s'il est important pour l'intrigue. Donc je pense que c'est ça, surtout dans le cinéma, vous devez aller certainement plus à l'essentiel, plus vite. C'est ce que disait Arnaud la dernière fois dans une des premières émissions. Dans la première émission, oui, c'est le rapport au temps, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue à l'échelle de l'épisode, une à l'échelle de la saison et parfois même de la série. Et donc c'est sinusoïde comme ça, s'entremêle. Même des séries qui sont des sitcoms, ce qu'on appelle les sitcoms, c'est-à-dire une histoire par épisode, plus une histoire derrière centrale sur plusieurs épisodes. On peut se demander d'ailleurs si les séries, dans ces cas-là, ne sont pas un peu plus proches de la littérature que le cinéma, puisqu'elles privilégient le temps long. De fait, il y a beaucoup d'œuvres de littérature qui sont adaptées en série, plus qu'en film. Alors, il y a de nombreux réalisateurs de cinéma qui ont franchi le Rubicon et qui font maintenant des séries. Bon, il y a Ridley Scott, il y a également David Lynch avec Twin Peaks, bien sûr, si vous ne l'avez pas vu. Non, moi je ne l'ai pas vu. Il faut voir Twin Peaks. Tu me harcèles pour que je la regarde. Oui, c'est vraiment une des meilleures séries. Je précise quand même que quand on l'a vu 2 fois ou même 3 fois, c'est toujours aussi poétique, mais on ne comprend rien à la série. Mais c'est pas grave. Super, génial. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est très bien vendu. On comprend rien à la série. C'est très bien vendu. Mais c'est très poétique, c'est très beau. Enfin, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Il y a aussi Martin Scorsese avec Boardwalk Empire. Oui, c'est vrai. Non, je te la recommande et Arnaud aussi. Vraiment voilà. Il y a David Fincher. Ce qui se passe. David Fincher avec Mindhunter. Ah oui, d'accord. Okay. Ridley Scott avec Good Wife, et puis Les Piliers de la Terre aussi. Voilà, j'ai un peu peur de la tournure que prend le truc, parce que je n'ai vu aucune des séries que vous citez. J'espère que ça va aller, je vais pas être complètement en dehors de... Non, ma question, elle est très simple, elle est qualitative. Est-ce que la série, c'est un sous-cinéma, est-ce que c'est un sous-art, ou est-ce que c'est quelque chose de différent ? C'est vrai on peut se poser la question. En fait, je pense que aujourd'hui, avec l'essor qu'ont pris les séries, non. Certainement que non. Pendant un moment, quand même, moi j'ai quand même grandi dans les années 90, on peut pas comparer les séries des années 90 aux films qui étaient faits à l'époque. À l'époque, les séries, même s'il y a des séries, moi que j'adore, je parle souvent de Walker, Texas Rangers, ce genre de séries. Le Prisonnier. Il y a plein de séries comme ça qui sont très sympas, Magnum et tout, mais on peut quand même pas comparer à des films. C'est des séries de l'après-midi. Même avec des acteurs qui sont des grands acteurs, parce que là on a parlé de Chuck Norris ou même de j'ai oublié son nom, Burt Reynolds. C'est quand même des gens qui ont très très bien joué dans les films derrière, donc c'est pas une question d'acteur ou quoi, mais c'est vrai que c'est moins bien écrit tout ça. Aujourd'hui, je pense pas. Même dans les séries des années 2000, moi par exemple je pense à Dr House. Dr House, c'est formidablement bien joué. C'est bien joué. Le jeu c'est un jeu vers la fin quand même. Non, c'est pas une question d'écriture, mais là je parle au niveau du jeu d'acteur, ça vaut du jeu d'acteur de cinéma. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui House of Cards. Oui, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est très bien. Walter White dans Breaking Bad, Bryan Cranston. Je l'ai pas vu non plus, mais voilà, typiquement c'est des gens qui ont été plébiscités pour leur jeu, des scénarios qui sont bien écrits, donc je pense qu'aujourd'hui c'est pas un sous-art, non. Est-ce que, à votre avis, à ton avis, la série va tuer le cinéma ? Non. Non ? Faut que je développe. Non, je pense pas. Non, je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas parce que c'est pas le même plaisir. C'est pas le même plaisir. Une série, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus casanier, puisque c'est forcément chez soi qu'on regarde. On regarde rarement une série en extérieur. Moi, je sais que la série, c'est aussi l'occasion d'un rendez-vous. Moi, j'ai des séries que je suis avec des copains où on se retrouve chez moi ou chez l'un. C'est notre rendez-vous hebdomadaire ou mensuel pour regarder le nouvel épisode, tout ça. C'est pas le même plaisir qu'un film où... moi, par exemple, je consomme rarement des séries seules, alors que des films plus... Il y a des gens, ça va être l'inverse. Je pense qu'on a des manières d'apprécier l'œuvre qui sont différentes d'une série du ciné. Et typiquement, au cinéma, dans le sens propre du terme, le lieu, on ne va voir que des films. On n'irait pas voir une série au cinéma pour un épisode de 40 minutes ou d'une heure. Ça n'aurait pas de sens. Donc honnêtement, non, je pense pas. Et surtout... le grandiose du cinéma, c'est de vous faire vivre tout un tas d'émotions en 2 heures de temps. Il y a des gens qui s'en passeront jamais de ça. Bien sûr. Alors, j'ai quand même un peu l'impression que la série a pas mal impacté le cinéma. Moi, j'ai l'impression, comme ça, que dans le narratif,
le cinéma est un peu essoufflé par rapport à la série. Autrement dit, comme sur le plan du scénario, la série bénéficie du temps long, le cinéma a privilégié les effets spéciaux. Et qu'au fond, maintenant, les films, c'est un peu une compétition aux effets spéciaux, où quand le méchant craque une allumette, tout le monde tremble dans son siège, et c'est c'est comme ça, on tremble complètement pour une allumette cramée, quoi. Donc j'ai un peu l'impression que le cinéma s'est un peu fourvoyé dans les effets spéciaux, parce qu'au fond, qu'est-ce qui différencie un petit peu une salle de cinéma de chez soi? C'est le grand écran, c'est ses amplifications, etc., qui sont très forts. Donc j'ai l'impression que ça a quand même impacté le cinéma, dans ce sens que le cinéma s'est orienté vers les effets spéciaux et uniquement et a oublié le narratif, si j'ose dire. C'est pas ton impression? Non, parce que je pense que dans le cinéma mainstream, c'est certainement le cas, mais c'est adapté au public aussi. Je pense que dans les séries mainstream, c'est un peu pareil. On trouve quand même des choses qui sont bas de plafond. Ça s'adapte au public. Il y a des gens qui sont pas capables d'apprécier ou qui n'ont pas le niveau. C'est pas pour être méprisant ou quoi, mais je veux dire, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a à la mode en France, que dans tous les styles artistiques, que ce soit la musique, le ciné, etc. Ce qui marche le plus, c'est généralement ce qui est le moins bon. Donc, je veux dire, voilà, les artistes les plus écoutés en France, c'est Weshden, Aya Nakamura. Si on les compare au cinéma, c'est normal que ça donne des Avengers, c'est ce genre de choses. C'est la même chose. Après, moi, ces 5 dernières années, donc qui sont des années où on va dire où on a vu vraiment l'essor des séries, j'ai vu des films qui sont exceptionnels, comme La Mule de Clint Eastwood. Il n'y a pas d'effets spéciaux dans ce film. C'est excellent. The Green Book. Oui, mais donc il y a encore des bons films. The Green Book avec j'ai oublié son nom, m'échappe, qui joue Aragorn dans. Ça sera bien dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est des films pareils, sans effets spéciaux, qui sont excellents, très très bien écrits, très bien joués. Vous avez le film où il y a eu Lady Gaga qui est apparu avec Bradley Cooper, où il joue un artiste country, etc. Pareil, c'est des films sans effets spéciaux qui reposent entièrement sur le jeu d'acteurs, qui ont fait des cartons et qui sont exceptionnels d'écriture, de jeu, scénaristique, c'est génial. Donc je pense que honnêtement, il y a encore de très très belles choses qui sortent au cinéma. Oui. Le problème, c'est que je pense que le public, année après année, perd en goût, que ce soit culinairement, cinématographiquement, musicalement. On est forcé de constater que le goût se perd. Donc évidemment, les grands films passent plus inaperçus. Est-ce que le goût se perd ou est-ce qu'on s'égare en faisant plusieurs choses en même temps? Je prends un exemple. Dans le cinéma, il y a, à mon avis, une différence fondamentale par rapport aux séries. C'est que dans le cinéma, on est en immersion. On décide de consacrer 2 heures, d'être en totale dépendance, qui ne veut pas dire qu'on est soumis, mais en totale dépendance d'un film. On est dans le noir, on ne doit pas parler, donc on est vraiment concentré sur quelque chose et on dédie une partie de son temps à une œuvre cinématographique. Les séries, c'est l'inverse. On est chez soi, on a les tweets qui arrivent, on a les messages des copains, les pages Facebook qu'on regarde en même temps. Quand c'est pas un fond musical, en surplus qui est mis aussi. J'ai déjà vu des gens faire les 3 en même temps. C'est-à-dire un peu de musique en fond, il y a une série qui passe, et Facebook, et en même temps j'achète quelque chose sur Amazon. Donc, il y a ce côté polytâche, et dans les générations de maintenant, mais c'est plus que les générations de maintenant, c'est, je dirais, une transformation sociologique, c'est que l'homme n'est plus monotâche, l'être humain, j'entends par là, il devient polytâche, et donc il ne supporte pas d'être concentré sur une et même chose. Il a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et donc ça, c'est peut-être une menace pour le cinéma, parce que le cinéma, il y a une forme de dévotion, et j'ai un peu peur de ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je suis d'accord avec une partie de votre discours. Par contre, là où je vais être en contradiction, c'est que être polytâche, c'est savoir faire plusieurs choses en même temps. Oui. Or, c'est pas le cas. Parce que là, ce que vous dites, ces gens qui font ça, ils font tout mal. Oui, je suis d'accord. Je vais prendre un exemple très concret, c'est mes vidéos, même si ça n'a rien à voir avec les séries et le cinéma. Oui. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, qui consomment du YouTube en fond. C'est-à-dire, ils mettent ma vidéo et ils font autre chose. Oui. Ces gens-là, quand ils m'écrivent, je me rends compte qu'ils n'ont pas bien regardé la vidéo. Ils vont me poser des questions, les réponses sont dans les vidéos. J'ai fait une vidéo de 38 minutes sur les cigares, par exemple. Il y a plein de gens qui me posent des questions sur le cigare. Je leur dis, t'as vu ma vidéo ? Ouais, j'ai regardé, j'ai adoré. Bah, la réponse à ta question est dedans pourtant. Et ils ne l'ont pas vue.
Donc en vérité, ça va avec ce que je dis, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus la capacité d'apprécier une œuvre, donc ils vont faire plusieurs choses en même temps, et finalement ils l'apprécient pas. Et je pense que il y a des séries qui méritent qu'on soit, exactement, il y a des séries qui méritent qu'on soit aussi dévoués, comme vous dites, que au cinéma, parce que pour apprécier justement les subtilités de la série, pour voir, il y a des choses qui se transmettent. Un bon acteur, il transmet des informations au spectateur dans son jeu, pas que dans ses dialogues. Il y a des choses qui, quand vous allez regarder, vous dites non, mais là, il pense autre chose, ou il y a quelque chose, s'il est bizarre, si il joue bien, normalement, c'est comme ça. Donc, il faut être attentif à tout. Et puis, pour apprécier une œuvre, normalement, quand une œuvre est bien faite et bien écrite, complète, eh bien, tout a de l'importance, le décor, la lumière, tout. Pour l'apprécier, il faut tout regarder. Ces gens-là qui sont sur Twitter en même temps de ça, en fait, je pense que non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas apprécier une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, musicale, cinématographique, une série ou quoi. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas l'apprécier. C'est la même chose. On prenait l'exemple de la nourriture. Il y a des gens qui ne savent pas goûter un vin, qui ne savent pas déguster un plat. Et donc finalement, s'ils n'ont plus la capacité d'aller vers ce genre d'œuvres, ils vont se tourner vers des œuvres de leur niveau, qui sont justement des œuvres adaptées au multitâche, c'est-à-dire un truc qu'on met en fond, quoi, qui pour moi n'a aucun intérêt. Oui, pas de sens. La Turquie est le 3e pays producteur de séries, peu de gens le savent, autant en termes d'argent, de production, que de nombre de spectateurs dans le monde. En fait, la Turquie, c'est le pays charnière entre, on va dire, une certaine modernité occidentale et une compatibilité avec le monde musulman, parce que les séries de Netflix avec du LGBT, sont incompatibles avec leurs valeurs, etc., c'est incompatible avec leurs valeurs. Donc, ils ont réussi à trouver, et c'est une volonté de la Turquie, de vouloir développer ce qu'on appelle un soft power, c'est-à-dire un pouvoir doux, un pouvoir sur les esprits, d'une manière à influencer. Et donc, la Turquie a mis énormément d'argent dans la production des séries. Donc là, la question qui devient évidente, c'est est-ce que, selon toi, les séries, c'est une arme idéologique ? Alors, j'ai une petite question avant. Qu'est-ce qu'il y a comme série qu'on connaît qui a été produite par la Turquie ? Nous, on n'en connaît pas, je pense. Sur Atatürk, il y en a une qui est sortie. Et il y en a une également sur... je crois qu'il y en a eu aussi. Elle n'est pas adaptée. Mais je crois qu'on ne les voit pas. Très bien. Voilà. Alors, tout est dans ta réponse, en fait. Justement, ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas alors. Parce que en fait, le principe quel est le but du soft power ? C'est de parler pas à des gens convaincus, c'est de parler à des gens qui ne sont pas convaincus. Oui, moi, typiquement, ma chaîne, c'est du soft power. C'est ce que j'essaye de faire depuis le début. J'ai des sujets qui sont ouverts. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, sur TV Liberté, ou des influenceurs comme Papacito, qui est un ami à moi, etc., qui vont droit au but sur des choses beaucoup plus politiques, etc. Moi, je fais du soft power, qui va s'ouvrir sur un public de gens qui sont déjà sensibles à nos idées, de gens qui sont neutres, de gens qui y sont opposés, et après le but c'est de les ramener. Si ces gens-là ne font des séries qui ne parlent qu'au monde musulman, alors en quoi c'est de la propagande ? Parce que le monde musulman, il n'est pas monolithique, le monde musulman, il est divers, et qu'on souhaite attirer le monde musulman dans une voie et pas une autre. D'accord, ok, donc c'est dans ce cas, oui, effectivement, si ça ne nous concerne pas. Alors peut-être que ça fonctionne, j'en sais rien. En tout cas, je vais prendre un exemple plutôt qui nous parle nous, parce que ça, pour celui-là, je ne saurais pas me prononcer, mais Netflix, qui lui fait de l'autre côté, c'est-à-dire qui tire vers le Parti démocrate américain, parce qu'en gros, c'est ça, on ne va pas se mentir. Je pense que eux, dans une certaine mesure, ça fonctionne. Ça fonctionne certainement, puisque intrinsèquement, ils rentrent dans l'esprit des gens, qu'ils le veuillent ou non, ils vont se faire des idées sur des sujets. Typiquement, voilà, on va prendre un exemple concret. Moi, il y a une série que j'ai beaucoup aimée au début, c'est Peaky Blinders. Oui. J'ai adoré les 4 premières saisons. La 5e saison, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai arrêté, je n'ai plus jamais regardé la suite. Qu'est-ce qui s'est passé à la 5e saison ? Qu'est-ce qui s'est passé à la 5e saison ? C'est devenu du Netflix, tout simplement. C'est-à-dire que ça a été 4 saisons d'une vraie série. Et 5e saison, on fait du Netflix. Et à partir de ce moment-là, moi, ce que je demande au cinéma, et je vais demander des fois la même chose dans les séries, c'est d'être cohérent avec l'univers qu'ils proposent. Ça a toujours été, je pense que c'est vraiment le nerf d'une œuvre visuelle, c'est d'être cohérent. C'est-à-dire que moi, on peut me proposer n'importe quel univers, j'adhère. Expliquez-moi qu'il y a des aliens qui vivent en France, expliquez-moi que des chiens font 4 mètres, je m'en fiche. Si c'est acté dès le début et que c'est l'univers et qu'après tout est cohérent avec ça, très bien. Mais ne me dites pas que les chiens font 4 mètres pour qu'ensuite, dans le 3 épisodes, ils font 2 mètres et puis tout le monde fait comme si de rien n'était. Là, par contre, ça va pas. Typiquement, on nous parle de Peaky Blinders, on fait une série qui se veut réaliste sur l'époque du début du XXe siècle, de l'après-guerre.
tout est très bien, on voit l'évolution, tes mœurs, tout est très bien traité, et d'un seul coup, on fait du 21e siècle au milieu, les gens font n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on va prendre un exemple, parce que après on va dire qu'on dit pas les termes, mais l'union, je sais pas, mixte là, entre une femme de la pègre irlandaise et un homme africain qui est bien vu par ses frères et tout, comment, mais dans quel monde, même aujourd'hui, au 21e siècle, aller voir des mafieux irlandais, aller voir des gypsies irlandais, moi j'en connais, parce que j'ai fait beaucoup de compétitions là-bas, et demandez-leur ce qu'ils pensent des mariages interraciaux, c'est tabou, mais complètement tabou. Alors vous pensez que un siècle en arrière, oh oui, tout va bien, là, ça devient ridicule, Et là, c'est, voilà, on force, et vraiment, on pousse pour que ça rentre. Mais donc il y a bien les idées. C'est bien du soft power. C'est ça. En direction je pense que des gens, pour certains types de personnes, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne, forcément. Il y a un exemple qui est très concret, qui est très côte ouest des États-Unis, c'est par exemple le pétard. Le pétard. Le cannabis. Le cannabis, voilà. Bon. C'est quelque chose qui est, je vais dire, un peu au-dessus des lois, puisqu'il y a très peu de pays qui ont libéralisé. Il y a très peu d'États, et qui ont libéralisé. Il est admis dans le. Voilà. Et pourtant, les pays. Non, admis dans exemple, en Espagne, ou en Hollande, c'est autorisé. Donc, les productions espagnoles de Netflix et hollandaises de Netflix montrent du pétard. Et comme c'est diffusé à l'échelle internationale, on a l'idée que finalement, le pétard il est banalisé, etc., etc. Bon, alors le pétard c'est pas très méchant, on s'en fout un peu. Moi je trouve que c'est méchant. Là pour le coup ça sort un petit peu du sujet. Oui, bien sûr, moi qui ai grandi vraiment avec la génération au moment de la démocratisation du cannabis, le vrai problème, le principal problème qu'on a rencontré avec le cannabis, c'est justement que tout le monde a dit que c'était pas méchant. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé, et là je le dis pour le coup, si vous avez des jeunes qui vous regardent, qui sont encore au lycée ou quoi, je veux pas avoir un discours de vieux con et tout, au contraire, je comprends très bien le principe, mais j'ai plein d'amis qui ont commencé à fumer au collège, au lycée, tranquillement, parce qu'on pensait que c'était pas dangereux, qui aujourd'hui voient des addictologues, sont dans la merde, ils n'ont pas d'argent pour payer leur loyer parce qu'ils payent le cannabis, ils se sont coupés de tout le monde parce que ça a détruit les relations sociales. En fait, la dangerosité du cannabis, elle réside pas dans la dangerosité du produit, elle réside justement dans la façon dont on la traite. Si vous et moi, on voyait Christopher le matin au réveil boire un verre d'alcool, on dirait tout de suite qu'il a un problème. Tandis que si Christopher fumait un pétard, bon là on lui dirait parce que c'est Christopher, mais quand vous voyez quelqu'un qui se réveille le matin et puis qu'avant d'aller au boulot fume un pétard, tout le monde trouve ça normal. Pourtant ils ont le même problème, vous voyez. Et le problème c'est ça, c'est l'œil qu'on a là-dessus. Oui. Et c'est typiquement à cause de ce genre de choses, à cause de le voir dans les séries, à cause de le voir dans ce genre de choses, que ça a été banalisé et que finalement ça a été un dégât monstre. D'ailleurs. Mais c'est ça la puissance du soft power, que ce soit sur le cannabis comme sur tous les autres sujets de propagande idéologique. Exactement. D'ailleurs je précise, il y a une chose intéressante, c'est que dans les séries américaines, pratiquement tous les mecs qui bossent dans les bureaux ont un bar dans le bureau. Ouais. On les voit discuter et pof, je te passe un whisky, il est 10h30 du matin. Mad Men, tu as vu. Après, c'est quand même un souci de réalisme dans le sens où je pense qu'il y a quand même une part de vrai. De vrai, ouais. Oui. Là-dedans, il y a une part de vrai quand même dans le monde des affaires, il faut le dire, quand tout commence à signer les contrats, etc. C'est très souvent qu'on vous sort un verre. Tu as vu Mad Men à la Je l'ai pas vu, mais je vois bien comment c'est. Il y a un article qui a été fait sur le nombre de verres d'alcool consommés dans toute la série Mad Men. C'était tout le temps. Après, ils exagèrent un trait pour donner un côté esthétique à la chose. Mais bon, je sais pas si tu as fini. Moi, j'ai fini. Je vais terminer avec mes petites questions qui, là, on va toucher. Là, on était dans les questions un peu techniques, intellectuelles sur la philosophie. Ça va devenir débile, là, c'est ça? J'ai dit ton univers, c'est ça. Donc là, c'est des petites questions qui vont concerner ton univers, ton rapport aux séries. J'avais des questions sur la propagande, mais je pense qu'on a déjà abordé le sujet. On a bien vu tout. Donc la toute première question, ce serait qu'est-ce que tu regardes en ce moment, tout simplement? Comme série? Ouais. Je crois que j'en regarde pas là en ce moment. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. Alors la dernière que j'ai vue, c'est une série animée, c'est Paradise Police. C'est quelque chose qui me fait énormément rire. Et très drôle. Hélas, je trouve que sur la dernière saison, ils ont commencé à faire un petit peu de propagande Netflix. Et c'est très dommage. Jusqu'ici, c'était de l'humour grossier, un petit peu à la trash, un petit peu à la South Park et tout, mais qui était bien, qui avait un œil drôle sur l'actualité et tout, qui avait quand même un œil un petit peu perspicace comme South Park sait le faire. Là, ça a été un petit peu moins juste sur la dernière saison, mais ça me fait rire en tout cas. Vu que tu parles de Paradise Police, moi j'adore les séries animées, pas japonaises, mais ce genre de séries animées. Qu'est-ce que t'en penses toi, par exemple Rick et Morty, Simpson, Family Guy? Je regarde pas tous, mais il y en a beaucoup qui me font rire. Family Guys, j'adore American Dad, c'est ma série animée préférée. Paradise Police que je fais aussi monter, je pense, dans mon top 3 maintenant parce que c'est très très drôle, j'ai beaucoup de fou rire devant.
moi ça me fait rire. Donc après, c'est la sensibilité de chacun. Là, c'est vraiment une question d'humour. Si c'est votre humour ou pas. Parce que le reste, ça reste une série animée. Donc on y adhère pas. Mais là, après, c'est est-ce que l'humour vous cueille ou pas? Moi, ça me cueille complètement. Très bien. Comment est-ce que tu décrirais ton univers en général, l'univers que tu apprécies le plus dans les séries? Alors ça peut être mafieux, historique, Peaky Blinders. Je ne regarde quasiment jamais de séries contemporaines qui se passent à l'époque contemporaine. Ouais. C'est pour ça que t'as pas vu Breaking Bad. C'est pour ça que j'ai pas vu. Typiquement Breaking Bad, ça ne m'intéresse pas du tout. Non mais en fait, même si c'est bien, ça ne va, je ne sais pas, ça marche pas. J'arriverai jamais à tenir dans la durée. Tu sais moi, il y a que les seules séries que je peux regarder comme ça, ce sont les sitcoms. Sinon, voilà. Sinon, je ne tiens pas sur ce genre de série. Dexter, Breaking Bad, avec les zombies, j'ai oublié comment ça s'appelle. The Walking Dead, etc. Ça, c'est du post-apo, c'est un peu différent. Bien sûr, mais toutes ces choses, c'est quasiment, ça ne marche pas sur moi. Ça prend pas sur toi, ça prend pas sur moi. C'est-à-dire que je reconnais la grandeur de la chose. Je dis pas que c'est mauvais. Mais même au cinéma, tu non. Au cinéma, par contre, je vais voir vraiment de tout. Voilà. Mais en série, non. En série, non. Donc il y a très peu de séries. Il y a eu Sons of Anarchy que j'ai regardé entièrement dans ce genre, que j'ai bien aimé, même si la fin, bon, est mais un du peu coup, bâclée. c'est contemporain, Sons of Anarchy. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quand même quelques exceptions, mais c'est très rare. Donc moi, mon univers, il est plus avec des thématiques bien précises. Si, il y a une série contemporaine que j'ai beaucoup aimée, c'est Suite, qui est sur les avocats, sur les avocats dans le droit d'affaires. Cette série, c'est très bien joué. Donc du coup, moi, ça m'a. C'est la dernière série de Meghan Markle avant qu'elle devienne une princesse. C'est très bien joué. Pour le coup, donc ça m'a accueilli grâce à ça et c'est plutôt bien écrit. C'est pas mal. Mais après, j'ai des univers variés. Mais j'aime bien les choses qui vont sur une thématique très précise et qui sont pas très larges. Un univers, comme dans Peaky Blinders où il y avait un univers avant que Netflix se mette en coprod et apporte des choses modernes. Quelles sont tes séries préférées? On va dire ton top 3 de tous les temps. Alors, Les Sopranos, je pense. Les Sopranos, c'est... Ben là, tout est dans le jeu des gens. C'est exceptionnel de jeu. Vraiment, tous les dialogues sont incroyables. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, ouais, Les Sopranos, ça m'a accueilli vraiment. Je pense que Peaky Blinders, les 4 premières saisons, quand même, c'est dans mon top parce que c'était très très bien aussi. Enfin, j'ai trouvé ça très bien. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus légères, mais moi j'aime beaucoup une sitcom, c'est Mon Oncle Charlie. Donc ça, c'est beaucoup plus léger, etc. Mais c'est pour changer de style un petit peu. Mais Mon Oncle Charlie, je trouve ça très très drôle. Je trouve qu'il y a une belle évolution sur les 8 saisons où il y a Charlie Sheen. C'est pas redondant, alors que pourtant tout se passe quand même quasiment en lieu clos, avec toujours les mêmes personnages. Et là où ils sont forts, c'est que c'est toujours drôle au bout de la 7e saison. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et ça a une très belle vision de la masculinité, je trouve, avec les deux frères qui sont vraiment dichotomiques tous les deux. Pour le coup, je trouve ça intéressant en plus à regarder. Donc ça c'est aussi dans mon top. Mais du coup, c'est varié. Après, j'ai du mal à vraiment classifier dans les séries. Une série que tu as détestée, du coup. Qu'est-ce que j'ai détesté? Le truc, c'est que quand je déteste, généralement, j'arrête au bout de 1 ou 2 épisodes. Sauf... Voilà. Donc là, je vais avoir du mal à m'en... Celle que tu recommandes à quelqu'un que tu détestes, quoi. Yann Barthès, comme tu disais. Voilà, Yann Barthès. Une série pour pourrir la soirée d'Yann Barthès. Mais non, mais certainement que ce que je déteste, il va adorer, parce que... Ah oui, c'est ça le paradoxe. C'est le problème. Donc lui, je le conseille de regarder Les Sopranos, il va certainement détester. Sons of Anarchy, voilà. Trop de virilité pour lui, à mon avis. Un personnage que tu aurais aimé incarner à l'écran. Oula. Bon, alors là, tu peux dire série au cinéma, si ça te convient. Très honnêtement, ça me ferait. Je crois pas être bon acteur, donc. Non, j'ai pas parlé de ça, mais un personnage que tu aurais aimé incarner, qui te plaît, qui t'inspire. On va tourner la question comme ça. Tout le monde va tourner sans ridicule, mais je m'en fiche. Moi, je trouve que le personnage de Rambo est hyper intéressant pour le coup. C'est typiquement moi qui suis un fan, entre autres, de films d'action. Ce qu'on appelle l'action mytho un petit peu, c'est-à-dire le film d'action où on prend le postulat que le héros est invincible, etc. J'adore ce genre de film d'action parce que le personnage... En fait, aujourd'hui, on n'arrive presque plus à faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnages sont très lisses. En fait, le héros d'un film d'action aujourd'hui, c'est un gentil, généralement, quand on dit lisse, c'est en plus physiquement, la police, etc. C'est des personnages qui sont pas profonds. Il est là pour la bagarre et c'est tout. Rambo, c'est le mec, la guerre est en lui, c'est intrinsèque, il a il est dans la confusion totale, il sait pas où il va, etc. Ce personnage, il est touchant, il est profond, il dit plein de choses par rapport au stress post-traumatique. Enfin, il est intéressant ce personnage. Et moi, Rambo, c'est un personnage que j'adore. Et en plus, j'ai trouvé que
Là, le 5e épisode, j'ai adoré la fin de Rambo, c'est-à-dire The Last Blood, ça finit comme ça. Parce que le premier épisode s'appelle First Blood, il y a peu de gens qui ont vu le parallèle, mais donc ça s'appelle First Blood et The Last Blood. Très honnêtement, ça conclut bien, il a été fidèle à lui-même tous les épisodes, donc Rambo, ça me plairait. Okay. Sinon, Judge Dredd, juste pour flinguer des criminels sans qu'on me dise rien derrière. Parfait. Arnaud, plus de questions? Non, écoutez, on était ravis de vous avoir sur le plateau. C'est moi qui étais ravi. J'espère qu'on se retrouvera. J'espère aussi. Surtout que les cinémas vont réouvrir. On va peut-être donc introduire un volet cinéma dans Tueur en série. Oui, voilà. On y réfléchit. On y réfléchit, voilà. À très bientôt. Merci. À bientôt.